Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine qui vous est proposée par l'IRIS. Aujourd'hui, je voudrais traiter d'un sujet d'actualité, même d'un sujet assez brûlant, puisqu'il s'agit peut-être de la finalisation d'un accord entre l'Union européenne, ses 27 membres, incarnés par la Commission européenne, pour le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, puisque c'est la Commission européenne dans l'Union européenne qui a le mandat exclusif de négocier les accords commerciaux de l'Union européenne. Et donc, ce dont je veux parler, c'est bien sûr la négociation entre l'Union européenne et le marché commun du Sud, le Mercosur, composé de 4 pays et demi, 5 même on peut dire, Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay et aujourd'hui Bolivie qui est en train d'entrer dans ce bloc commercial sud-américain. Négociation difficile qui dure depuis 25 ans, depuis 1999, du fameux traité de libre-échange, l'accord d'association entre l'Union européenne et donc ce bloc de pays sud-américains qui constitue le principal pôle de production et d'exportation agricole au niveau international. Cet accord est négocié âprement, durement, entre la Commission européenne et les pays qui composent le Mercosur, pour créer finalement une zone de libre-échange qui, concerne ou va plutôt impacter à peu près 700 millions de personnes, ce qui fait rêver les promoteurs de ce type d'accords commerciaux, bien sûr, mais on va voir que la réalité est un petit peu plus difficile quand on regarde dans le détail des enjeux, en fait, de ce qui est sur la table. Alors, j'enregistre la vidéo au moment où, précisément, à Montevideo, dans la capitale de l'Uruguay, va se tenir un sommet des pays du Mercosur. Il était attendu peut-être que l'accord soit signé lors du G20 les 18 et 19 novembre 2024. Ce n'a pas été le cas. On sait que l'opposition de la France est assez frontale et a joué. Il n'y a pas eu de conclusion de l'accord au Brésil. En revanche, à Montevideo, pour le sommet du Mercosur, pour les pays qui se réunissent là-bas les 5 et 6 décembre, il est prévu probablement une annonce sur cet accord. Madame van der Leyen, qui est donc la présidente de la Commission européenne, est sur place. Elle a fait le déplacement express, qui est un signe politique, bien sûr, qu'un accord est imminent. Elle a d'ailleurs tweeté sur le fait qu'un accord était en vue, ce sont ses mots. Alors, un accord, ça veut dire que un texte est signé entre la Commission européenne et entre les pays membres du Mercosur, mais ça ne veut pas dire un accord qui rentre en vigueur, pas du tout. Il y a encore un long processus derrière qui attendrait ce texte. C'est d'abord un accord, il est signé, et puis ensuite il est validé pour la partie européenne par le Conseil de l'Union européenne des ministres des Affaires étrangères qui se réunissent et qui votent à la majorité qualifiée, parce qu'il est probable que pour éviter de donner à la France un droit de veto que lui conférerait une décision à l'unanimité des 27, il suffirait que la France s'oppose et que l'accord soit caduc, on va pas présenter l'accord dans sa globalité, mais simplement sa partie commerciale. C'est probablement une des stratégies que va développer Madame van der Leyen, pour que la décision du Conseil européen intervienne à une majorité qualifiée. C'est un peu technique. En fait, on va découper l'accord en petites parties, on va le compartimenter, et on va faire passer la partie commerciale qui est la plus importante d'un certain point de vue, sans les parties politiques, de coopération, etc. Et donc, c'est une majorité qualifiée en Europe qui devrait en décider. Et là, pour que la France bloque, il faudrait que cette dernière soit capable de réunir ce qu'on appelle une minorité de blocage, avec un minimum 4 pays de l'Union européenne qui font 35% de la population, pour que l'accord soit pas validé par le Conseil de l'Union européenne. Alors ça paraît très peu probable, et puis de toute façon, une fois que l'accord serait accepté par le Conseil, il devrait être ratifié à son tour par le Parlement européen, qui en la matière commerciale a un droit de codécision avec les États réunis donc au sein du Conseil de l'Union européenne. Voilà pour la mécano européenne. Donc tout ça nous envoie à des temporalités et des délais très longs pour que tout ça soit adopté. Par ailleurs, une fois que le Parlement européen se serait prononcé, chaque pays pourrait à son tour ratifier ou pourrait consulter la population sur cet accord. Donc il peut encore se passer plein de choses sur le Mercosur. C'est pas demain matin, en gros, qui se mettra en place, s'il doit se mettre en place. Mais en tout cas, politiquement, ce qui va se jouer est très important. Mais moi, je voudrais parler aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup en France la vision de cet accord depuis la France, en tout cas depuis les États dirigeants, les classes dirigeantes européennes. Moi, je voudrais un petit peu parler de ces enjeux du point de vue des Sud-Américains, parce que là aussi, le sujet est épineux et complexe. Alors, en résumé,
Ça fait donc 25 ans que ce texte est négocié. Qu'est-ce qui bloque du côté sud-américain, pas européen, hein, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ce qui bloque du côté sud-américain, et ça peut surprendre les gens qui vont écouter, c'est que les sud-américains, au fond, la possibilité d'exporter plus de matières agricoles, de produits agricoles, bien sûr ça les intéresse, d'augmenter ce qu'on appelle les quotas d'exportation que l'Union européenne pourrait autoriser pour que ces pays pénètrent les marchés européens. Bien sûr, il s'agit d'agrumes, de café, de viande, de soja, tout un tas de choses. En fait, bien sûr, ça les intéresse, mais ça ne leur suffit pas aux pays sud-américains. Ils veulent négocier autre chose, pas simplement d'être confinés ou spécialisés précisément dans des exportateurs de matières premières, en contrepartie de quoi? De la pénétration sans retenue des produits européens à haute valeur ajoutée, industriels, services, banques, finances, etc. Produits transformés en tout genre européens. Et ça, ils considèrent que ce deal, en quelque sorte, est asymétrique. Hein, c'est le mot que les Sud-Américains emploient. Ils ne sont pas eux-mêmes contents de l'accord, puisqu'ils considèrent qu'il est trop asymétrique, dans le sens où il limite les possibilités des Sud-Américains aux matières premières, en contrepartie d'une ouverture de leur marché à tous les produits industriels et les services européens, y compris la possibilité pour les entreprises européennes de pouvoir répondre aux appels d'offres publics des États latino-américains. Et ça, c'est quelque chose qu'ils veulent continuer de négocier, parce que ce que veulent les Sud-Américains, c'est des accords qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir se réindustrialiser. L'Amérique latine souffre énormément de sa désindustrialisation, qui a plusieurs facteurs. Dans la dernière période, ces facteurs, c'est justement l'ultra-spécialisation agricole ou de matières premières, c'est aussi le poids très important qu'a gagné la Chine et qui est venu en Amérique latine de manière beaucoup plus compétitive, concurrencer les produits, les quelques filières productives sud-américaines, en particulier brésiliennes et argentines en matière industrielle, qui sont pas compétitifs par rapport aux Chinois, les Américains, et donc l'accord qui serait là aussi beaucoup trop favorable aux Européens par rapport aux petites industries latino-américaines. Donc ils veulent des accords aujourd'hui qui leur permettent finalement de protéger un peu leur marché, tout du moins certains secteurs, certaines filières industrielles, pour pouvoir développer ou relancer des industries nationales, par exemple en matière d'automobile, par exemple en matière de transition énergétique, et ils ont besoin pour ça de protéger leur marché, de ne pas les laisser ouverts à des multinationales européennes qui, dans l'accord, par ailleurs, exigeraient des latino-américains qui ne les concurrencent pas sur les secteurs où ils arrivent. Donc, du côté sud-américain, et ça c'est une position qui se retrouve dans pas mal de pays, en particulier en Argentine et au Brésil, on peut même dire que les entrepreneurs, le patronat, pour dire les choses ainsi, de ces deux pays, sont en général assez opposés à cet accord, pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors les latino-américains essayent de négocier ça, d'avoir la possibilité de s'industrialiser, d'avoir pour cela pas simplement une protection des marchés, mais aussi des transferts de technologie, aussi des partages de droits de propriété intellectuelle sur des brevets qui leur permettent d'avoir accès, si vous voulez, à des technologies et au droit de pouvoir en fait développer des secteurs productifs dans leur pays. Et ils considèrent aujourd'hui ils considéraient que l'accord avec l'Union européenne n'était pas de ce point de vue assez satisfaisant, et chez eux, ils avaient une pression assez importante des industries, une certaine partie du patronat qui n'étaient pas contents avec cet accord. Alors aujourd'hui, il y a des points d'accord qui sont arrivés. Pour les latino-américains, c'est plutôt l'extension des quotas, c'est certains produits sur lesquels ils peuvent concurrencer les Européens, mais ça reste quand même assez limité. Et enfin, ce sera un peu le dernier point que j'aborderai aujourd'hui, entre Sud-Américains, la question du Mercosur et des négociations dans un bloc comme cela commercial avec des pays étrangers ne fait pas l'unanimité entre les gouvernements qui composent le Mercosur. Le Brésil est très attaché au Mercosur, il est très attaché au fait que ces 4 pays négocient ensemble en bloc leur politique commerciale avec des partenaires, que ce soit l'Union européenne aujourd'hui, ou le Japon, la Chine, ou que sais-je demain ou hier. Il veut le Brésil que ce soit en bloc, que ce soit négocié. C'est pas la position traditionnelle de la droite argentine en particulier, qui aujourd'hui est au pouvoir avec Javier Milei, mais aussi en Uruguay et aussi au Paraguay. Ces 3 pays considèrent que le poids du Brésil étant ce qu'il est trop important dans disons l'hégémonie du Mercosur, que ses positions en général sont celles qui l'emportent par rapport aux 3 autres. Ils exigent aujourd'hui plus de flexibilité au sein des pays du Mercosur pour les autoriser à pouvoir avoir des politiques commerciales bilatérales, nationales, et c'est la position aujourd'hui de Milei qui s'est résolu manifestement à accepter
de signer le Mercosur, probablement en échange d'engagements de pays européens et des États-Unis de accompagner l'Argentine et de faire des négociations à l'avantage de Buenos Aires avec le Fonds monétaire international auquel le pays doit des dizaines de milliards de dollars écrasés par la dette colossale qu'il a empruntée dans les années 2015 avec Mauricio Macri, l'ancien président de droite argentin, probablement qu'en contrepartie d'un deal sur la dette finalement argentine, et puis aussi l'engagement peut-être du Brésil que, disons, la possibilité pour l'Argentine de pouvoir négocier ou avoir des négociations commerciales bilatérales avec les pays qu'elle souhaite en dehors du bloc du Mercosur, a amené Monsieur Milei à accepter finalement de ne pas faire exploser ce difficile arrangement au niveau international, mais le problème du Mercosur, c'est tout simplement son futur, parce qu'aujourd'hui, il y a des positions, comme je viens de dire, assez différentes, voire divergentes entre les membres qui la composent, dans leur rapport à ce bloc et à la capacité de ce bloc à parler au nom de tous. Et l'Uruguay, comme l'Argentine, sont aujourd'hui des pays qui souhaitent un petit peu plus d'autonomie, d'indépendance par rapport au Mercosur, pour négocier des accords de libre-échange plus directement, selon des conditions qui leur plaisent, qui les intéressent directement en se passant en quelque sorte de l'arbitrage du Brésil pour la politique commerciale sous-régionale. Ça, c'est les éléments du point de vue de l'Amérique du Sud dans ces négociations Mercosur. Donc l'avenir du Mercosur n'est pas si assuré que cela, et même, ce sera ma conclusion, si demain on apprenait que l'accord était signé, côté européen il y a tout ce qui va se passer que j'ai évoqué, mais côté sud-américain aussi ce sera quand même pas mal d'énigmes, parce qu'une fois que les 4 gouvernements auront signé ou auraient signé, il faudra là aussi que l'accord soit ratifié, validé par les congrès nationaux de chaque pays membre du Mercosur. Et là on rentre aussi dans une zone d'inconnu, parce que dans tous les congrès, les présidents qui ont négocié le gouvernement n'ont en général pas la majorité, c'est le cas du Brésil, c'est le cas de l'Argentine de Milei, même si Milei peut compter sur la droite probablement pour l'aider, et peut-être même une partie des péronistes, mais enfin il n'a pas la majorité à lui seul. En Uruguay, un nouveau gouvernement s'installe avec M. Yamandu Orsi, qui est un président de gauche, qui vient de gagner l'élection, qui prendra ses fonctions en mars 2025, donc après l'hypothétique signature de l'accord du Mercosur, dans un pays où il n'aura pas la majorité au Sénat, au Sénat il l'aura, mais pas à la Chambre des députés, il lui manque quelques députés, mais peut-être qu'il aura une majorité. En tout cas, tout ça ira être débattu dans le congrès aussi uruguayen, comme paraguayen, et donc on est encore devant des possibilités de retournement, de blocage, qui feraient que, encore une fois, le chemin institutionnel de la mise en place et du passage de la signature à la mise en œuvre de l'accord du Mercosur n'est à ce jour encore pas du tout assuré, aussi bien pour la partie du vieux continent que pour la partie sud-américaine.